J'avais promis qu'on continuerait cet examen de la démocratie consultative chinoise qui donne tout le pouvoir au peuple par une réflexion sur la notion de peuple. En dépit de sa réhabilitation moderne, sous le concept de démocratie en Occident, le concept de peuple n'a pas si bonne presse tout au long de l'histoire de la philosophie occidentale. Alors, une démocratie moderne peut-elle donner le pouvoir au peuple? Rien n'est moins évident, spécialement dans le régime des démocraties représentatives. Le peuple peut-il être devenu, pour nous, modernes, autre chose que ce qu'il était pour Platon, autre chose que ce pléthos évoqué par Platon, c'est-à-dire une masse qui pèse par le nombre sans jamais briller par l'intelligence de ses choix. C'était ça, le peuple, pour Platon, une notion relativement, ou une réalité relativement péjorative. On allongerait facilement la liste des auteurs qui, dans les démocraties représentatives, ont exprimé, en même temps que leur penchant démocratique, leur réticence à donner un vrai pouvoir au peuple, précisément pour cette raison. Joseph Schumpeter soutenait que le citoyen typique, je le cite, dès qu'il se mêle de politique, régresse à un niveau inférieur de rendement mental. Voilà ce qu'écrivait, par exemple, Joseph Schumpeter dans Capitalisme, Socialisme et Démocratie, republié en 1990, page 346. Si le peuple libre et rationnel de la République rousseauiste n'existe pas, s'il est incompétent et irrationnel, versatile et manipulable, il apparaît légitime de réduire son rôle au seul pouvoir, minimal et purement négatif, de déléguer. Cet auteur, cité en passant par Xi Jinping, je pense notamment à la page 427 du tome 2 de la gouvernance de la Chine, mais qui n'appartient pas vraiment au registre de ces références, peut permettre de comprendre ce qui distingue les élites des régimes représentatifs et celles du régime chinois. Dans les deux cas, en réalité, ce n'est pas le peuple qui pose les questions, ni qui en décide. Les questions dont dépend le sort du peuple sont normalement soulevées et décidées en dehors de lui. Mais dans la conception économiciste de la démocratie, inspirée par le marché, le peuple n'a ni la souveraineté ni le bénéfice de la compétition électorale. Sa liberté ne consiste même pas à proprement parler à voter les lois. Elle se borne, comme l'explique Joseph Schumpeter, elle se borne à élire les partis en compétition sur le marché politique. Aussi, à la prétendue supériorité du régime représentatif, tenant à ce qu'il constituait la forme du gouvernement la plus adéquate à la condition des sociétés commerçantes modernes, où les individus sont avant tout occupés à produire et à distribuer des richesses, selon ce que dit Bernard Manin dans les principes du gouvernement représentatif, page 13, eh bien, le socialisme à la chinoise oppose une doctrine de la dictature démocratique, je l'ai déjà longuement expliqué, une doctrine de la dictature démocratique qui fait du peuple le bénéficiaire exclusif de la pratique du pouvoir exercé en son nom par le Parti communiste chinois, par le PCC. Joseph Schumpeter veut rester attaché au modèle de la démocratie de marché et au capitalisme qu'il sert. Je le cite, « Dans de nombreux cas, sinon dans tous, une pression virtuelle impose un comportement très analogue à celui qui déterminerait un système de concurrence parfaite », écrit-il dans Capitalisme, Socialisme et Démocratie, toujours le même texte, page 119. Mais il reconnaît que les règles théoriques de concurrence parfaite et d'équité ne sont pas respectées en pratique et que le capitalisme tend à des situations d'avantage absolu ou de monopole, si vous voulez, qui ne sont pas viables et qu'elle risque, si elle dure, de le conduire au suicide. Je le cite, « Dans la réalité capitaliste, par opposition à l'image qu'en donnent les manuels, ce n'est pas cette modalité de concurrence, où les conditions sont immuables, qui compte, mais bien celle inhérente à l'apparition d'un produit, d'une technique, d'une source de ravitaillement, d'un nouveau type d'organisation,
par exemple l'unité de contrôle à très grande échelle, c'est-à-dire la concurrence qui s'appuie sur la supériorité décisive au point de vue coût ou qualité, et qui s'attaque non pas seulement aux marges bénéficiaires et aux productions marginales de firmes existantes, mais bien à leurs fondements et à leur existence même. Fin de citation, donc Schumpeter, Capitalisme, Socialisme et Démocratie, page 118. Selon Schumpeter, donc, il y aurait une impuissance essentielle du capitalisme, c'est-à-dire, au sens où nous l'avons défini, une impossibilité intrinsèque à durer. L'histoire de la démocratie moderne n'a pas seulement dépassé la théorie de Schumpeter dans les théories du choix social. Elle a essayé d'en réformer le fondement sceptique et misanthrope, de redonner dignité à la notion de peuple et consistance au concept de démocratie, grâce au concept de démocratie participative, par exemple, ou de démocratie délibérative. On pourrait y revenir avec John Drizek ou Carol Pateman, etc. Je me contenterai ici d'évoquer seulement ces théories correctives de la démocratie représentative dont certains auteurs pensent reconnaître ponctuellement les traces dans la pratique de la consultation à la chinoise. Je pense notamment, j'en ai déjà un petit peu parlé, à l'article d'Yves Saint-Omer et d'Emily Frenkiel, Are Deliberative Democracy and Authoritarian Deliberation Deliberative at All, paru en 2021. Car le paradigme socialiste chinois se déploie sur le modèle d'une toute autre axiomatique. Les concepts de délibération ou de participation, qui sont historiquement nés d'une méditation occidentale sur les limites de la démocratie représentative, nous ramènent à un modèle auquel l'intention de la consultation chinoise, xieshang en chinois, vous vous souvenez de ce terme, est de tourner le dos. La consultation ou la démocratie consultative à la chinoise, j'insiste donc, je le dis autrement, tourne le dos au concept de délibération, de participation et évidemment et surtout au concept de représentation ou de démocratie représentative. Elle s'oppose à elle. Si la question est de savoir si la démocratie consultative est un synonyme approchant pour démocratie délibérative ou démocratie participative, notre hypothèse est que, mon hypothèse est que l'approche pragmatique du débat sur la démocratie préconise des champs lexicaux spécifiques. Il faut les distinguer afin d'éviter les phénomènes d'hétérotopie, c'est-à-dire en gros ou en clair, afin d'éviter les malentendus. Nous ne parlons pas de la même chose. Les Chinois, je veux dire, sous le concept de démocratie consultative, ne parlent pas du tout de la même chose. Les approches raciales, ethniques ou nationales du concept de peuple n'ayant pas de sens en Chine, comme l'a montré Gao Mobo, on peut se demander si la méditation confucéenne sur le sens de l'humain, sur l'humanité de l'humain, le gène, et la méditation légiste sur la fonction du prince, constamment rappelée à sa mission envers le peuple, ne redeviennent pas pertinentes dans le contexte socialiste présent pour penser les notions de peuple et d'humanité. D'innombrables citations de penseurs confucéens et légistes viennent le suggérer tout au long des 3 tomes de la gouvernance de la Chine, chez Xi Jinping. Ainsi, de cette citation classique, tirée du corpus légiste, le Guanzi, « Zhengzhi suo xing, zai sheng ming xing, zhengzhi suo fei, zai ni ming xing ». Donc en français, ce Guanzi dit « un pouvoir qui répond aux aspirations du peuple devient puissant, tandis qu'un pouvoir qui est contre les aspirations du peuple devient faible ». Ces références classiques au peuple en Chine, récurrentes dans les discours de Xi Jinping, ne signifient pas qu'il faille demander aux masses de s'impliquer dans la vie politique ou les affaires publiques, mais que les élites doivent s'impliquer davantage dans la connaissance du peuple, c'est-à-dire des intérêts fondamentaux à satisfaire. Les masses, composées d'individus aux intérêts contradictoires et aux compétences incertaines, en ce sens Platon avait raison, ne forment pas encore un peuple. C'est la direction du PCC qui vient corriger ces lacunes, qui fait de cette masse un peuple un, unifié, du moins si elle réussit à se tenir à l'écoute de ses besoins
ou de ses intérêts fondamentaux, à y répondre avec efficacité et pédagogie, et évidemment sans aucune tyrannie, comme nous le supposons sans doute un peu trop vite en Occident. Donc, il semble qu'une lecture des classiques chinois, confucéens ou légistes, soit susceptible de soutenir la conception marxiste-léniniste du peuple, dans l'idée que ce qui fait un peuple, c'est la relation entre une masse et les dirigeants qui sont capables d'en concevoir et d'en satisfaire les besoins fondamentaux. La démocratie socialiste, d'inspiration à la fois léniniste et confucéenne, fait donc le choix d'orienter la politique vers la satisfaction des intérêts fondamentaux de la grande majorité du peuple, Zui Guanda Renmin de Gaben Li, on en a souvent parlé, sous la direction du PCC, du Parti communiste, d'une avant-garde conçue comme le commissaire du peuple. Et s'il y a un nationalisme chinois, il me semble surtout tenir à la consultation du peuple et au souverainisme du peuple, à l'écoute des besoins fondamentaux du peuple. Et si le Parti communiste chinois a une puissance absolue ou un pouvoir absolu, c'est celui de décider des moyens de les satisfaire. Loin de complexifier le débat démocratique, il me semble que l'axiomatique du socialisme à la chinoise aboutisse plutôt à une simplification. Elle déploie, more géométrico, je dirais, l'axiome de l'intérêt du peuple. La complexification du débat sur la démocratie représentative que Pierre Rosanvallon appelle de ses voeux, exactement à l'inverse de ce que disait Tocqueville et de ce qu'on pensait au XVIIIe siècle, nous dit Pierre Rosanvallon, interroge plutôt, elle m'interroge en tout cas moi, sur un risque d'opacification accrue du débat de la philosophie politique, sur la perpétuation d'une mystification du modèle démocratique, pensé finalement par les républicains américains et français du XVIIIe siècle. C'est à ça que cela nous ramène probablement Pierre Rosanvallon avec son idéal d'une complexification du débat démocratique ou du débat sur la démocratie. Cette complexification du modèle de la démocratie représentative entre en contradiction, en tout cas, avec la simplicité limpide que revendique la démocratie socialiste à la chinoise. L'axiomatique des intérêts fondamentaux du peuple fait clairement apparaître les malentendus ou les mystifications des institutions représentatives et le sabotage, surtout le sabotage de la démocratie par des intérêts privés de l'oligarchie, au profit des intérêts privés des acteurs historiques particuliers dans ces démocraties, qui en tiennent les rênes, évidemment. Au regard du modèle souverainiste chinois, l'impuissance de ces démocraties fait donc du modèle représentatif un repoussoir, que Xi Jinping pointe comme somnifère collectif, ou, je le cite, comme un ornement. Vous trouvez ça dans le tome 2 de la gouvernance de la Chine, page 297, version française, page 371. L'expression est importante. La démocratie représentative, les démocraties occidentales sont des ornements. Chez elles, cela veut dire que chez elles, dans ces démocraties représentatives, en Occident, le peuple n'est qu'un ornement, un concept ornemental, cosmétique. Réintégré dans les problèmes de cette histoire mondiale de la démocratie, on comprend mieux la critique et le désintérêt chinois pour le concept de représentation qui fascine tellement les politologues occidentaux. Sans doute peut-on considérer le discours du sommet de Davos du 17 janvier 2017, sur lequel j'ai déjà fait un podcast et auquel je vous renvoie. Vous le trouverez facilement sur YouTube. Sans doute peut-on considérer ce sommet de Davos comme la date historique d'un face-à-face d'égal à égal entre le grand gouvernement de l'organisation plutocratique, je renvoie au concept employé par Klaus Schwab et Thierry Malray, dans le Great Reset, la grande réinitialisation, et le concept de dictature démocratique populaire chinoise tel qu'on le trouve dans la constitution chinoise.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que si on a bien compris l'enjeu historique et l'opposition entre ces deux modèles démocratiques, eh bien, ma foi, nous n'avons pas perdu notre quart d'heure de discussion. Je vous donne rendez-vous très vite pour en dire un peu plus sur le concept de démocratie socialiste à la chinoise ou démocratie consultative. À très vite, à très bientôt. Belle journée à tous.